Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Formule 1. Alors on ne va pas faire le débrief du Grand Prix comme d'habitude. Voilà. Dans cette première vidéo, on va revenir sur cette grande question. Est-ce que le Grand Prix d'Arabie Saoudite a été le pire week-end de l'histoire de la Formule 1? On essaiera de voir ce qui n'a pas été dans ce week-end. Et puis, on essaiera de voir ce qui aurait pu se passer et ce qui aurait pu être différent dans ce week-end de course et essayer de détailler tous les problèmes que les suiveurs ont décryptés et voir que, en fait, il y a beaucoup de problèmes qui ne tiennent pas. Notamment, je parlerai de Anna F1, je crois sur YouTube, mais qui s'appelle Anna tout court sur Twitter, qui parle de Formule 1 et qui a fait un tweet. Mais alors, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce tweet. Pourtant, ça doit être 150 signes, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ces 150 signes. Il y aura une deuxième vidéo qui arrivera plus tard dans la soirée de débrief véritablement du Grand Prix d'Arabie Saoudite. On parlera du sportif et seulement du sportif. Et il y aura les notes du Grand Prix dans cette deuxième vidéo. Pardon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, dire ce que vous avez pensé du Grand Prix, si vous avez aimé ou pas toute la situation du Grand Prix. On ne parlera pas des pilotes dans cette vidéo, enfin de la performance sportive des pilotes, je le précise. Tout d'abord, et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez activer la petite cloche. Je vais réussir à faire une phrase en français, parce que quand vous activez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, que ça soit du côté de la Formule 1, de la MotoGP, du cyclisme, de l'athlétisme, parce qu'on parlera bientôt des meetings extérieurs. Je parle quasiment jamais des meetings, je parle jamais des meetings indoor, mais par contre je parle des meetings extérieurs. Et puis il y a encore une dernière vidéo piste verte qui va arriver, et puis il y aura la présentation d'à travers les Flandres. Ça sera demain, ça sera du côté du cyclisme. Du côté de cette grande question, alors est-ce que le Grand Prix d'Arabie Saoudite est le pire week-end de l'histoire en termes d'ambiance, au niveau sportif, au niveau de plein de paramètres? Déjà, comment on arrive à déterminer si un week-end est le pire de l'histoire et le pire de quelque chose? Je pense qu'il faut prendre en compte plusieurs critères. Pour moi, dans les critères que nous avons, c'est bien entendu l'ambiance autour du Grand Prix. C'est-à-dire l'ambiance, c'est-à-dire est-ce que les pilotes sont heureux? Est-ce que le public est fantastiquement joyeux pour cette course? Après, il y a le côté sportif, bien entendu. Est-ce qu'on a eu une bonne course? Est-ce que il y a eu un circuit dangereux, notamment? Dernier point, est-ce que on a eu un événement qui a tout fait changer dans ce week-end de course, qui a fait que ce week-end de course est devenu catastrophique? On commence tout de suite. Est-ce que l'Arabie Saoudite, c'est le pire week-end de course? Non. Et absolument pas. Dans l'histoire de la Formule 1, le pire week-end, et je pense qu'il va rester longtemps dans cette situation-là, c'est Imola 94. Pourquoi Imola 94 est le pire week-end de l'histoire de la Formule 1? Parce que nous avons 2 morts, parce que nous avons un règlement qui n'est pas respecté, parce que nous arrivons au bout d'un système et qu'on enchaîne catastrophe sur catastrophe sur catastrophe, et qu'à la fin, nous avons une situation, nous avons un podium dans un week-end qui est catastrophique. C'est-à-dire on atteint le niveau d'indécence ultime du côté de Imola 94. Pourquoi Imola 94 c'est le pire week-end de l'histoire? 3 accidents, même plus que 3 accidents majeurs dans l'histoire de ce week-end. On en a déjà 2 qui sont très importants. C'est bien entendu la mort de Roland Ratzenberger le samedi, la mort d'Ayrton Senna le dimanche. Mais avant tout, vous avez l'accident de Rubens Barrichello le vendredi, accident très dangereux. Vous avez également l'accident au départ qui entraîne la safety car le dimanche, l'accident dans les stands également, qu'il faut rajouter à tout cela. C'est-à-dire qu'on a certes 2 morts à Imola en 94, mais on a un enchaînement d'accidents. Et à Imola 94, on a déjà eu pas mal d'accidents sur la première partie de saison 94, notamment lors des essais de pré-saison, notamment Jean Alesi, notamment Gigi Leto, qui ont également beaucoup de soucis au niveau de ces accidents. Mais pourquoi Imola 94 est le pire week-end de l'histoire? C'est parce qu'on a un empilement de catastrophes, que l'ambiance qui est très bonne à Imola en 94, c'est pas le Imola qu'on aura dans les années 2000 où on avait une ambiance un peu de merde parce que après Senna, on n'aura plus vraiment la même ambiance à Imola. Jusqu'à aujourd'hui, on a récupéré un petit peu ça, mais l'ambiance dans les années 2000 sur ce Grand Prix d'Imola, elle est un peu feutrée parce que tout le monde pense à Ayrton Senna et au choc de cet accident.
Imola 94, on a un circuit qui est dangereux. Et un circuit où on sait qu'il est dangereux depuis plusieurs années, notamment l'accident de Gerhard Berger qui s'en sort par miracle. À cause de gros problèmes de sécurité, parce qu'à l'époque, la FIA s'en fout totalement de la sécurité, il faut le dire. L'objectif, c'est de gagner de l'argent, l'objectif, c'est d'offrir du spectacle. En 94, lors de ce Grand Prix d'Imola, on a la mort de Roland Ratzenberger le samedi. Mort de Roland Ratzenberger en qualification. Et en fait, la FIA a détourné les règles. C'est-à-dire que la FIA est l'organisateur du Grand Prix. La FOM, notamment, aussi, qui gère l'aspect économique de la Formule 1. On reviendra sur tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir. On se retrouve dans une situation, à Imola 94, où, normalement en Italie, il y a une règle majeure. Quand on a un accident à mort, sur le site d'un lieu, enfin sur un endroit, la zone est considérée sous scellé. Normalement, le Grand Prix n'aurait pas dû avoir lieu en 94. Roland Ratzenberger est mort sur le coup. Dès le premier choc, il meurt, en ayant perdu son aileron. Je rappelle, parce qu'il y a un problème d'aileron pour Roland Ratzenberger. Il meurt sur le coup. Dès le premier choc, vous le voyez, notamment pour ceux qui ont vu les images de la mort de Roland Ratzenberger, vous voyez la tête qui est brinque-ballante, parce qu'à l'époque, les protections au niveau épaule étaient beaucoup moins hautes en Formule 1. On voit la tête qui brinque-balle. Normalement, on n'aurait pas dû courir sur la piste à Imola. Mais la FOM, les organisateurs, ont tout fait pour qu'on ne dise pas que le pilote soit mort sur le circuit, mais il est mort à l'hôpital. En réalité, il est mort sur le circuit, Ratzenberger. Et on a détourné des lois italiennes même. Et c'est pour ça qu'on a le Grand Prix le lendemain. On n'aurait jamais dû avoir le Grand Prix si on avait respecté les règles. C'est pour ça qu'Imola 94 restera dans l'histoire comme le pire Grand Prix. Il y a également ce podium à la fin, avec la tête de Schumacher décomposée. Comment on peut célébrer un week-end de course comme ça avec un podium? Comment on peut le célébrer? Et puis, vous avez également Eric Comas, qui est relancé en piste alors qu'il y a drapeau rouge et qu'il y a l'hélicoptère qui est sur le circuit. Il y a plein de scènes qui ne vont pas dans ce Grand Prix. Donc Imola 94, pour moi, c'est le pire week-end de l'histoire de la Formule 1. Dans les week-ends catastrophiques de l'histoire de la Formule 1, on a également Monaco 94. Parce que Monaco 94, qui est le week-end juste après Imola. C'est-à-dire qu'il y a Imola en 94, et puis le Grand Prix d'après, c'est Monaco. Monaco en 94, l'ambiance est catastrophique sur le circuit. C'est-à-dire que l'ambiance, tout le monde est attristé par la mort de l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, par un triple champion du monde, par la situation qui s'est passée à Imola. Il faut savoir qu'après Imola, vous avez d'énormes discussions avec un Max Mosley qui est à la tête de la FIA depuis 2 ans et qui doit gérer ce dossier-là. Et qui veut, au départ, il veut pas trop intervenir. Au départ, il dit pas qu'il y a des problèmes de sécurité. Ensuite, il s'embrouille un petit peu les pinceaux parce que Max Mosley était très proche de Bernie Ecclestone, faut le savoir. Et donc, à l'époque, c'était la FIA et la FOM étaient avec des personnes qui étaient extrêmement proches. Donc, la FIA faisait un règlement qui était fait pour que la FOM gagne de l'argent. Voilà, ils faisaient tout pour que la FOM gagne de l'argent. Mais il y a eu énormément de discussions, notamment avec les pilotes français, notamment il y a une émission qui se retrouve sur YouTube, qui est très intéressante sur l'après Imola 94, qui se déroule 2-3 jours après Imola 94. Après, à l'époque où le service des sports de TF1 savait casser son antenne pour faire des très très bonnes émissions. On a ensuite Monaco 94. Monaco 94, ambiance délétère, bien entendu, avec ce qui s'est passé lors du week-end précédent. Et puis le samedi, accident très violent du pilote autrichien Karl Wendlinger, qui se retrouve dans le coma, qui ne retrouvera jamais ses capacités pour piloter une Formule 1. Ça sera un drame pour lui, mais il n'arrivera jamais à retrouver ses capacités. Monaco 94, le samedi, vous avez un hommage à Ayrton Senna, notamment avec Barrichello, notamment avec le drapeau brésilien. Mais c'est vraiment l'ambiance de merde, quoi. Et ça se comprend. Mais une ambiance catastrophique, même dans les tribunes, c'est catastrophique. L'accident de Wendlinger, également dû à un problème de sécurité sur les Formule 1 de l'époque, mais également sur le circuit de Monaco. On poussera, c'était au virage au bas du tunnel, la chicane au bas du tunnel. On décalera notamment une allée de platane
pour faire une zone de dégagement qui permettra à pas mal de pilotes de ne plus avoir le souci qu'a eu Karl Wedinger, mais l'accident de Wedinger, il est effroyable également. Et puis bon, on peut même parler de plusieurs grands prix en 94, compliqués. Je pense notamment au Portugal quand Schumacher se fait disqualifier parce que on considère que Schumacher domine trop le championnat. Bon, on n'arrive pas à trouver que la Benetton a un système d'anti-patinage qui était légal en 94. Et puis on se retrouve voilà, à avoir une fin de saison 94 qui est compliquée. Bien entendu, dans l'histoire moderne, on va dire, il y a Indianapolis 2005. Indianapolis 2005, pour ceux qui s'en souviennent, c'est le Grand Prix à 6 voitures. Pour une raison, Indianapolis 2005, parce que je l'avais pas mis. Donc voilà, le Grand Prix se déroule à 6 voitures, tout simplement parce que les pilotes Michelin se retirent. En essai libre, le vendredi, Ralf Schumacher a un accident avec une crevaison, au même endroit qu'il a eu son accident en 2004. Les pneus Michelin, on s'aperçoit, sont beaucoup trop tendres et ont tendance à déchapper. On a une discussion pendant tout le week-end, parce que ça arrive le vendredi, donc accident effroyable de Ralf Schumacher, parce que l'accident est très similaire à celui qu'il a en 2004, l'année d'avant avec la Williams, mais là c'est avec la Toyota. Et puis après, on a toute une réflexion en se disant, est-ce que ce virage-là est pas trop dangereux, c'est-à-dire le banking d'Indianapolis, est-ce que les F1 ne sont pas trop dangereuses? On se dit que c'est un petit peu un miracle. Et puis on s'aperçoit chez Michelin qu'on a fait une bêtise en fabriquant les pneus, et on essaye, par tous les moyens du côté de la FIA et de Michelin, d'avoir des discussions en disant bah nous on aimerait bien qu'il y ait en fait un virage, une chicane du côté de ce dernier virage de ce banking, sauf que les équipes fournies par Bridgestone ne voudront jamais. Je me souviens, moi, sur la grille de départ, parce que j'avais vu la grille F1 à la une de l'époque, je me souviens en direct, j'avais 10 ans en 2005. Je me souviens très bien de l'ambiance avec Flavio Briatore qui discutait avec Ron Dennis, tous les patrons qui avaient des pneus Michelin qui discutaient également avec Jean Todt. Et puis, il y a le tour de formation. On se dit, peut-être que le Grand Prix aura lieu. Même si on avait des rumeurs qui disaient que les pilotes feraient le tour de formation et rentreraient dans les stands. Et puis à la fin du tour de formation, tous les pilotes Michelin sont rentrés dans les stands. Et avec donc les 6 voitures au départ, de Ferrari, de Jordan, de Minardi. Autant vous dire que Ferrari avait un large avantage, même s'il y aura une belle bagarre entre Barrichello et Schumacher sur ce Grand Prix. C'est le seul Grand Prix de 2005 qui sera remporté par une voiture Ferrari. Et avec des broncas dans le public, avec des huées, avec des spectateurs qui partent avant même quasiment le 5e tour de course, et un Grand Prix qui se déroule dans des conditions monstrueuses, ce qui fera énormément de changements dans l'histoire de la Formule 1, notamment avec le manufacturier unique. C'est à cause de ce Grand Prix-là qu'on a décidé ensuite, du côté de Bernie Ecclestone, mais du côté de la FIA également, d'avoir un manufacturier unique de pneus. Et surtout, on n'ira pas aux États-Unis pendant 6-7 ans. Après le Grand Prix, il y aura le Grand Prix 2006, et ensuite on aura une coupure entre Indianapolis et Austin. On reviendra en Formule 1 du côté d'Austin. Et la F1 aura une mauvaise presse aux États-Unis pendant très longtemps. Il faudra attendre Drive to Survive pour que la F1 ait une bonne presse du côté des États-Unis. Moi j'ai noté également Corée du Sud 2010 dans mes souvenirs. Corée du Sud, pourquoi? Parce que on se souvient, année 2010, grosse bagarre entre les 4 équipes, entre 4 pilotes. On a un Grand Prix qui se déroule. Alors le circuit est pas moche en Corée du Sud, mais le problème, c'est qu'il n'est absolument pas terminé. Je me souviens qu'il y avait des zones de dégagement qui n'étaient pas finies. Il y avait de la boue quasiment sur le circuit. En plus, on avait eu le malheur d'avoir énormément de pluie sur le week-end, notamment lors de la course. Et puis pour ceux qui se souviennent, les spectateurs n'avaient pas pu arriver à temps pour le départ du Grand Prix, pour le départ des qualifications. Il y avait eu des bouchons monstres autour du circuit c'était Yeongam, je crois me souvenir. Oui, voilà, Yeongam, le circuit, il y avait eu des bouchons monstres. Et ce qui fera que la Corée du Sud ne gardera pas son Grand Prix longtemps dans l'histoire de la Formule 1, malgré le fait que le circuit était vraiment pas mal, ce circuit de Corée du Sud, ce circuit de Yeongam. J'ai noté également 82, bien entendu. Alors il y a Zolder avec la mort de Gilles Villeneuve, mais vous avez également Hockenheim avec l'accident de Pironi. Vous avez également le début de saison 82, la grève des pilotes en 82 du côté de Kyliami. On a également
Qu'est-ce qu'on a d'autre du côté de 82? Donc Hockenheim, Riccardo Paletti du côté de Montréal, la mort de Stefan Belov, ça c'était en groupe C à l'époque en endurance. Enfin voilà, énormément de catastrophes en 82, énormément d'accidents qui sont catastrophiques à l'époque. Enfin voilà, vraiment un Grand Prix catastrophique cette année-là. Je continue avec 82, donc c'est fait. L'Argentine 96, Argentine 96, 97, 98, un circuit qui est inutile, un circuit inintéressant, avec des équipes de sécurité qui ne sont pas formées, un goudron qui se détruit littéralement lors du passage des voitures, et peu de spectateurs dans les tribunes, parce qu'il faut se souvenir que dans les années 90, l'Argentine est dans une crise économique. Rien n'allait dans ce Grand Prix d'Argentine. On n'a eu que 3 éditions, 96, 97, 98. Moi, je me souviens notamment de l'accident dans la Forti de Luca Badoer, pour avoir vu le Grand Prix plus tard, hein, parce que, bien entendu, en 96, j'avais 1 an, donc c'était compliqué de regarder la course. Mais d'avoir la voiture en tonneau, donc retournée complètement, et les mecs qui ne savent pas intervenir. C'est-à-dire que les mecs de sécurité, les commissaires de piste, ne savent pas ce qu'il faut faire. Et Luca Badoer, obligé de s'extirper en rampant sous la voiture pour réussir à sortir la voiture, avec un Jean-Louis Moncey qui gueule dans tous les sens. Enfin voilà, un grand prix. Enfin, 96, 97, 98, 3 Grands Prix d'Argentine, 3 Grands Prix inadmissibles. Bien entendu, on a 2 éditions, je dirais même 3 éditions de Spa, parce que je crois qu'il y a une édition qui est annulée à Spa. Alors, je ne sais plus quelle année, mais il y a un Grand Prix de Spa qu'on a annulé une fois. Mais il y a Spa 2019, mort d'Antoine Hubert. Là, c'est des souvenirs très forts. Bien entendu, il y a l'accident lors du Grand Prix d'F2, accident d'Antoine Hubert et de Juan Manuel Correa, parce qu'il ne faut pas oublier que Juan Manuel Correa, derrière, il a bien subi. Avec les problèmes des zones de dégagement de pistes qui n'ont toujours pas été réglées aujourd'hui, hein, les zones de dégagement, le problème de la vitesse dans les zones de dégagement. Et puis le lendemain, je me souviens très bien à Spa, alors on ne fait pas la course de F2, mais on fait la course de F3. Et je me souviens de l'ambiance au départ de la course de F3 qui est décalée d'1 heure, même pour ceux qui se souviennent. On devait la faire à 10h15, et puis il y a du brouillard, il fait assez nuageux ce jour-là, et donc on décale le Grand Prix de 45 minutes à la course de F3, et je me souviens de l'ambiance au départ de la course de F3. Waouh! Je pense que les pilotes de F3 qui étaient sur la grille de départ en 2019, qui sont peut-être encore en F2 ou maintenant en Formule 1 pour certains, ou dans d'autres catégories, doivent se souvenir. Il y avait Giuliano Alesi en 2019. Ils doivent se souvenir de cette grille de départ, mais vraiment avec une ambiance catastrophique. Sur ce dimanche matin, et oui, je me dis même qu'on n'aurait jamais dû faire partir la deuxième course de F3, parce que je pense que les jeunes pilotes ont dû un peu être traumatisés par cette zone de départ, avec, je sais plus s'il y avait la mère d'Antoine Hubert, ou c'est l'année d'après, il y a la mère d'Antoine Hubert, mais je me souviens qu'il y a tous les pilotes qui sont réunis autour du casque, et c'est cette année-là où il y a la mère et le frère d'Antoine Hubert, je ne sais plus, mais qui sont sur la grille de départ. C'est vraiment un moment marquant, moi, de suiveur de la Formule 1 sur ces 20 dernières années. Spa 2021, où là on a été dans le ridicule d'un point de vue sportif, avec le départ de ce Grand Prix sous la pluie, alors qu'on ne savait qu'on ne pourrait pas rouler. Et là on a été ridicule. Kyliami 77, la mort de Tom Price, qui est tué par un extincteur, et avec un commissaire de piste qui est fauché également. Et je crois que c'est avec aussi un accident de Jacques Lafitte, mais Kyliami 77, un accident vraiment effroyable, qui fera prendre conscience à la Formule 1 qu'il faut des commissaires de piste expérimentés, et qui fera comprendre un petit peu à la F1 qu'il faut améliorer la sécurité sur les circuits, sur les pistes, notamment l'année d'avant également, on a vu le Nürburgring avec l'accident de Niki Lauda. Et puis je terminerai avec Zandvoort 73 et la mort de Roger Williamson, mort brûlé dans sa voiture, et où personne n'intervient. C'est-à-dire les commissaires de piste, vous avez son ami
J'ai oublié le nom de son ami qui tente de le sauver. Et 73, bon, année où on a aussi la mort de François Sévère en Formule 1, ça c'est du côté de Wattiglin, avec la retraite prématurée de Jackie Stewart qui s'arrête à 99 Grands Prix car il ne participera pas à cette dernière course. Il devait annoncer sa retraite après le Grand Prix. Bon, voilà, la situation en a décidé autrement. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Je ne pensais pas que la partie historique me prendrait autant de temps. Et à tout ce qui s'est passé. Donc on a bien vu que c'était pour moi pas le pire Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Est-ce que ça aurait pu se dérouler autrement? Moi je considère que oui. Je considère que oui parce que on connaissait la situation en Arabie Saoudite, notamment le Paris-Dakar. Je rappelle qu'il y a une bombe dans une voiture d'assistance sur le dernier Paris-Dakar en Arabie Saoudite, pas très loin de Jeddah. Que le dimanche précédent, on a également Jeddah qui est attaqué. On sait très bien que la situation s'est tendue entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui sont co-belligérants de cette guerre, et au Yémen, et les Hutus et les Yéménites, les rebelles, qui tentent de se défendre face à une invasion d'Arabie Saoudite, une guerre du pétrole entre l'Arabie Saoudite notamment, de l'autre côté les Émirats Arabes Unis, face aux Yéménites Hutus, et puis un petit peu l'Iran également. Et donc c'est une guerre presque entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais qui se déroule sur le territoire du Yémen. Même si c'est un peu plus compliqué que ça, hein, la situation en Arabie Saoudite. On sait que la situation s'est tendue depuis quelque temps. On sait également que l'Arabie Saoudite s'est fait pas mal d'ennemis ces dernières années, notamment le Qatar, dans la région. Je rappelle qu'ils veulent créer un canal avec le Qatar pour que le Qatar devienne une île. C'est pour ça que Nasser Al-Attiyah faisait tout pour gagner le Dakar cette année et qu'il avait dit que c'était une victoire importante, notamment à cause de ce problème de relationnel entre les deux pays. Mais aussi, du côté de l'Arabie Saoudite, on a l'idée d'avoir beaucoup de compétitions sportives avec l'idée de faire du soft power, ce qu'a fait la Chine à une époque, ce qu'a fait le Qatar également, d'essayer de récupérer pas mal de compétitions sportives, notamment ce que fait le Qatar avec la Coupe du Monde, mais l'Arabie Saoudite c'est avec la Formule 1, l'Arabie Saoudite c'est également avec d'autres disciplines. Il y a avec le Dakar, notamment l'accueil du Dakar, il y a l'idée quand même que l'Arabie Saoudite, notamment le cyclisme aussi avec le Tour d'Arabie Saoudite, de montrer que l'Arabie Saoudite est un grand pays parce que l'Arabie Saoudite voit que les Émirats, Bahreïn, le Qatar commencent à prendre de l'importance peut-être en Europe et que l'Arabie Saoudite s'est peut-être fait un petit peu avoir dans cette idée du soft power. Mais on savait que la situation en Arabie Saoudite était tendue. Donc je pense qu'on aurait pu s'en apercevoir un petit peu avant. Que ça soit du côté de la FOM, peut-être pas signer un contrat mirobolant juste pour faire de l'argent, que ça soit du côté des pilotes qui auraient pu se plaindre avant ce Grand Prix d'Arabie Saoudite de la situation en Arabie Saoudite. Ils auraient pu éviter d'attendre qu'il y ait un accident à 10 bornes du circuit pour s'intéresser un petit peu à ce qui se passait en Arabie Saoudite. On s'est énormément inquiété de la Russie. Bon, c'est important de s'inquiéter de la Russie, mais il n'y a pas que la guerre en Russie-Ukraine où il y a des malheurs dans le monde. Le Yémen, c'est une catastrophe. Les Ouïghours en Chine, c'est une catastrophe aussi. Hein, il n'y a pas que l'Ukraine. La situation, donc on la connaissait, donc les pilotes auraient dû vouloir au maximum des précautions. On a dit également que l'Arabie Saoudite avait mis la pression sur les pilotes pour qu'ils fassent le Grand Prix. Mais on le savait qu'ils savent faire ce genre de choses, l'Arabie Saoudite. C'est pas la première fois qu'ils le font. La WWE, la fédération de catch, très connue de Vince McMahon, les catcheurs aujourd'hui, il y a un pay-per-view chaque année, ou 2 pay-per-view, je ne sais plus, le contrat, qui est sur 10 ans, qui est un contrat mirobolant, hein, parce que l'Arabie Saoudite, ils savent faire des contrats en donnant beaucoup d'argent, où ils payent la WWE pour qu'elle fasse 2 pay-per-view, plusieurs pay-per-view, je crois que c'est sur 10 ou 15 pay-per-view sur 5 ou 6 ans, en Arabie Saoudite. Et, alors je crois que c'était Crunchyroll à l'époque, du nom du pay-per-view, où ils avaient bloqué l'avion en Arabie Saoudite parce qu'il y avait des problèmes, je ne sais plus, de paiement par la WWE, avec la WWE, il y avait des soucis.
l'avion est resté bloqué sur place pendant 15-20 heures. Et l'Arabie Saoudite a tout fait pour que la WWE n'en parle pas. Le problème, c'est que ça a fuité, parce qu'il y a eu les réseaux sociaux et ce genre de choses. Mais on le savait aussi, ça. Ça date de 2019. Les pilotes auraient dû s'y intéresser. Quand les pilotes regardent le calendrier en début de saison, ils devraient se dire « Ouh là là, moi j'ai pas envie d'aller là, j'ai pas envie d'aller là », et se plaindre à ce moment-là. C'est trop tard quand tu es déjà sur place pour te plaindre. C'est trop tard, tes pieds et poings liés. C'est comme les mecs qui se sont plaints de la situation de la Chine quand ils ont été aux Jeux Olympiques. Il fallait s'y plaindre de la situation de la Chine quand la Chine a eu l'obtention des Jeux Olympiques. Pas à 2 mois des Jeux Olympiques, c'est trop tard. Bah là, c'est un petit peu pareil. Alors malgré tout, ça devra faire réfléchir à est-ce qu'on retourne en Arabie Saoudite dans les années à venir, vu ce qui s'est passé ce week-end. On nous a également énormément parlé de la sécurité des pilotes. En disant l'Arabie Saoudite, c'est pas sécure au niveau des pilotes, on ne devrait pas aller sur des endroits où la sécurité n'est pas normalisée. Moi, je voudrais rappeler à ces personnes-là que je ne savais pas que le Brésil, il y a eu des kidnappings au Brésil. Bernie Ecclestone a failli se faire kidnapper à Sao Paulo. Il vaut mieux être tué parce que tu n'as pas rendu une rançon ou par une bombe. Je crois que c'est pas top dans un cas comme dans l'autre. Pourtant, personne ne se plaint d'avoir le Brésil au calendrier et le circuit d'Interlagos. L'Azerbaïdjan, je rappelle qu'en ce moment, il y a une situation extrêmement tendue au niveau de la situation au Haut-Karabakh, qui est une région qui est à la fois, qui est une région donc, je crois me rappeler donc arménienne, mais où il y a une majorité, enfin il y a une situation de guerre au Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui veulent tous les deux cette région. Et l'Azerbaïdjan a quand même fait une invasion militaire en Arménie pendant une dizaine de jours, une guerre, on va dire un petit peu éclair, pour récupérer une zone du Haut-Karabakh. Là aussi, quand on va en Azerbaïdjan, je n'entends personne dire ce genre de choses. Bahreïn. Là aussi, Bahreïn, je rappelle que 2011-2012, le printemps arabe, c'était chaud du côté de Bahreïn. Je me souviens notamment des essais libres de 2012, où il y avait des tirs pas très loin du circuit. Vous avez la Chine, les Ouïghours. Vous avez l'Inde également, avec une société qui n'est pas égalitaire. Je ne crois pas qu'on ait décidé de ne pas aller sur tous ces circuits-là. J'ai l'impression que c'est très facile de taper sur l'Arabie Saoudite, mais alors dès qu'il faut taper sur d'autres pays, c'est un peu plus compliqué. Non, si tu veux aller que dans des pays qui aient des règles à l'occidental, j'ai envie de dire, du respect des droits de l'homme, de tout ça, dans ce cas-là, tu te sépares quand même de au moins 60-70 pays dans le monde. Alors, si tu respectes ça, d'accord, mais tu le fais pour tous les calendriers, enfin, toutes les courses de l'année. Je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Est-ce que le circuit est dangereux? J'ai entendu ça également, à cause de l'accident de Schumacher. Le circuit est dangereux? Le danger fait partie de la Formule 1. On ne fait jamais assez pour la sécurité des pilotes, ça c'est clair et net. Je pense que même quand on voit l'accident de Schumacher, on peut se poser des questions. Je trouve que l'intervention de Jacques Villeneuve était très intéressante sur les baquets qui ne sont pas en mousse. Les baquets où il n'y a pas de mousse absorbante du côté des baquets de Formule 1. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait étudier. Mais après, est-ce que le circuit est très dangereux? Non. Pour moi, il n'est pas plus dangereux que d'autres pistes. Il n'est pas plus dangereux que Monaco, il y a du danger. Je trouve même que c'est plus dangereux en qualif qu'en course. Parce qu'en qualif, les tours lents, on a vu notamment... c'est Ocon qui se fait gêner en qualification en Q2, parce que c'est quasiment impossible, si on ne vous prévient pas, de pouvoir vous mettre d'un côté ou l'autre de la piste. Il faut vous prévenir à l'avance. C'est ça qui fait la dangerosité de ce circuit. Mais s'il n'y a plus de risque, la Formule 1 n'a plus lieu d'être, s'il n'y a plus de prise de risque. Pas s'il n'y a pas de risque, s'il n'y a plus de prise de risque, s'il n'y a plus d'engagement. Je peux vous dire que les pilotes, j'ai pas vu beaucoup de pilotes, j'ai même vu aucun pilote se plaindre de la dangerosité du circuit. Et si il n'y a plus cette impression de vitesse, s'il n'y a plus cette impression de danger pour les téléspectateurs, ça va devenir beaucoup moins intéressant. Le TCR est beaucoup moins regardé, ou le GT4, le Grand Tourisme, est moins regardé que la Formule 1.
c'est peut-être aussi parce que ça va moins vite et que pour les gens, il y a moins de prise de risque. Ça m'a fait également marrer parce que tout le monde s'est offusqué cette année, alors qu'en 2021, aller en Arabie Saoudite, ça ne posait aucun problème. Donc en 6 mois, d'un coup, même pas 6 mois, en 5 mois, parce qu'on y a été en décembre, ça devient l'endroit où il ne faut plus du tout aller. C'est vrai qu'il y a 5 mois, l'Arabie Saoudite était très différente dans sa manière, dans sa gestion des droits de l'homme qu'aujourd'hui. Je trouve certains ont été un petit peu faux cul. On va revenir sur... on aurait pu avoir également une grève des pilotes. Alors après, du côté de la grève des pilotes, ça montre bien, je pense, qu'il n'y avait pas l'unanimité du côté de la décision. Je pense, parce que sinon on aurait eu une grève des pilotes, et les pilotes seraient repartis. Si tous les pilotes avaient décidé de ne pas courir le Grand Prix, on n'aurait pas réussi à trouver 20 pilotes potables avec la super licence pour rouler pour le Grand Prix. Donc on aurait annulé la course. Je pense qu'il y a peut-être eu des pressions de la part de la F1 sur le Grand Prix. Je pense notamment à la FIA. Pourquoi la FIA? Le président de la FIA est un membre d'un pays qui s'appelle les Émirats Arabes Unis, co-belligérant avec l'Arabie Saoudite de cette guerre au Yémen. On peut peut-être se dire que le président de la FIA a eu un peu de pression sur les épaules ce week-end. Même si, encore une fois, la FIA ne gère pas le calendrier de la Formule 1. Et je rappelle que le Grand Prix a été accepté à l'époque de Jean Todt. On peut se demander également est-ce que McLaren n'a pas mis la pression sur ce Grand Prix, ou est-ce que l'organisateur n'a pas mis la pression? Je rappelle que c'est Aramco, dans les deux cas. Est-ce que d'autres patrons d'écurie n'ont pas mis la pression sur leurs pilotes? Car un Grand Prix en moins, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Pour la FOM, c'est également un vrai problème parce qu'il faut renégocier tous les contrats, notamment les contrats avec les télévisions, du côté de Liberty Media, car le contrat est sur 23 courses et pas 22. Ce qui peut poser un problème. Donc peut-être qu'il y a eu une pression, mais je pense que si les pilotes avaient été tous d'accord, on aurait eu une grève des pilotes et les Grands Prix n'auraient pas eu lieu. Maintenant, je vais revenir sur un dernier truc qui m'a choqué. Pour ces dernières 8 minutes de vidéo, peut-être pour arriver à 40. C'est la phrase de Anna, donc Anna F1 sur YouTube, Anastasia LPS sur Twitter, qui est SimRacer, fait plein de choses. Qui a quand même sorti un tweet, et je pense que certaines personnes parfois devraient réfléchir avant de tweeter. C'est comme normalement on dit il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Certaines personnes devraient faire ça. Le tweet, je vous le cite, il est comme ça, il n'y a pas de problème. Espérons qu'à la fin de ce week-end, la FIA n'aura pas plus de sang qu'elle n'en a déjà sur les mains. Quand on a des propos aussi violents, aussi durs, il faut être sûr de son coup. Je ne savais donc pas que la FIA gérait les contrats avec les organisateurs des Grands Prix de Formule 1. Je pensais que depuis 82 et les accords Concorde, c'était la FOM qui gérait ça. Ça montre une méconnaissance de l'économie de la Formule 1 et de la réglementation de la Formule 1 avec ce type de propos. Comment ça se passe, l'organisation, on va dire un petit peu de la FIA? Vous avez plusieurs entités. Vous avez la FIA, la FOM. La FOM gère l'argent, la FIA gère le règlement. C'est la FOM qui gère les contrats avec les organisateurs de courses. Christian Estrosi parle à la FOM, notamment. L'organisateur du Grand Prix de Grande-Bretagne part à la FOM. Il ne parle absolument pas avec la FIA d'un point de vue argent. Donc c'est la FOM qui a signé le contrat et qui a récupéré ces 27 millions de dollars, je ne sais plus, c'est peut-être voire même plus, du côté de l'Arabie Saoudite. C'est pas la FIA. Alors la FIA est un petit peu payée par la FOM. Mais je peux vous dire que c'est pas 27 millions de dollars par course. C'est beaucoup moins. On peut se plaindre de la FIA, notamment pour le Grand Prix de Spa, notamment pour ce qui s'est passé l'année dernière à Jeddah au niveau de la réglementation, notamment pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Par contre, on ne peut pas se plaindre de la FIA qu'on ait décidé d'aller en Arabie Saoudite. Ça, c'est la FOM.
Il faut bien faire le distinguo entre les deux. La différence a été faite en 82. 82, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, grève des pilotes. À partir de 81, il y a déjà des gros problèmes entre pilotes, patron d'équipe et la FISA à l'époque, dirigée par Jean-Marie Balestre. Alors il y avait FISA et FIA, mais à l'époque c'était la FISA qui gère les règlements. La FISA et la FIA sont réunies en 92 à la fin de l'ère Jean-Marie Balestre, quand c'est Max Mosley qui récupère les deux présidences. Du côté de la FIA, pour bien expliquer, depuis les accords Concorde de 82, c'est la FOM, dirigée par Bernie Ecclestone pendant très longtemps, qui s'occupe de toute la partie économique et de la redistribution, notamment de l'argent envers les équipes. Et la FIA ne s'occupe que de la réglementation. On a séparé les deux. Il y a une année déjà 81 qui est compliquée, notamment avec les jupes latérales. Et la bagarre entre les équipes britanniques, soutenues par Max Mosley, qui était avocat de Bernie Ecclestone à l'époque, et fondateur de March, équipe de Formule 1 dans les années 70. Le M de March, c'est Moxley. Mosley, même plutôt Moxley, parce que Moxley, c'est le catcheur. Mais du côté il y a des grosses engueulades, grosso modo, au niveau du règlement, parce que les équipes britanniques ne veulent pas des moteurs turbo, les constructeurs britanniques ne veulent pas des moteurs turbo, mais veulent des jupes latérales et de l'effet de sol. Or, les constructeurs comme Renault et Ferrari et Alfa Romeo, qui ne sont pas d'accord avec les équipes britanniques, ne veulent absolument pas de l'effet de sol et veulent qu'on favorise les moteurs turbo. Il faut même se souvenir qu'Enzo Ferrari avait un ennemi numéro 1, c'était Bernie Ecclestone. Il ne pouvait pas piffrer Bernie Ecclestone, Enzo Ferrari. Il faut le savoir. Et depuis 82, il y a une séparation totale entre la FOM et la FIA. Donc quand cette personne dit la FIA aura du sang sur les mains. Déjà, je ne savais pas donc que le président de la FIA, c'était lui qui faisait les écartèlements, c'est lui qui faisait les lapidations en place publique, ce genre de choses. Premier. Et deuxièmement, la FIA n'est pas responsable du calendrier. La FIA, sa seule responsabilité dans le calendrier, c'est de savoir si les circuits sont grade 1. C'est le seul rapport qu'a la FIA avec le calendrier. C'est la FOM qui gère le reste. Donc, quand on a ce genre de propos, déjà, même si elle avait mis FOM à la place de la FIA, j'aurais trouvé que c'était déjà une catastrophe en termes de propos. Et deuxièmement, on s'attaque à la bonne personne et on réfléchit avant de tweeter. Vraiment, ça serait pas mal que dans le monde moderne, aujourd'hui, on réfléchisse avant de tweeter. Surtout quand on a pas mal de personnes qui vous suivent. C'est une personne qui a quasiment 32 000 abonnés. Je pense que dans ce genre de cas, il faut bien réfléchir avant de parler. Je crois qu'on a tout dit. De toute façon, la vidéo fait quasiment 40 minutes, donc je crois qu'on a bien été exhaustif aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Débrief de la Formule 1, je vais essayer de l'envoyer ce soir, mais je ne m'attendais pas à faire 40 minutes, donc ça va peut-être être compliqué, parce que je pense que le débrief du Grand Prix va faire également une trentaine de minutes. Sinon, ça sera demain, ça sera mardi. Mardi, il y aura un programme assez chargé, parce que je dois faire également le débrief de la route Tourangelle du côté du cyclisme. Il y a encore un piste verte, il y a la présentation à travers les Flandres, donc il y a encore pas mal de jobs sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à regarder également la vidéo en entier avant de commenter. Allez, ciao ciao sur la meilleure production.